Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire de sensibilisation aux risques routiers. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la semaine de la sécurité routière au travail, cette semaine du 9 au 13 mai. Dans ce cadre, l'AMETIF a déjà organisé mardi un webinaire Appréhender les risques liés à l'utilisation des nouveaux engins de déplacement personnel motorisés, EDPM, c'est-à-dire les trottinettes électriques, gyropodes et autres hoverboards. Nous vous communiquerons le lien vers le replay de ce webinaire à l'issue de la session. Le support d'information présenté lors du webinaire d'aujourd'hui vous sera également communiqué par mail après la session. Pour animer le webinaire d'aujourd'hui, Elsa Marguerite, technicienne hygiène sécurité, Bonjour à tous. Emmanuel Dibon, assistante santé-travail, Bonjour. Céline Pierres, assistante santé-travail, Bonjour à tous. et enfin Véronique Demortière, technicienne hygiène sécurité. Bonjour. Petit rappel donc de l'utilisation du webinaire. En bas à droite, vous pouvez trouver les différents onglets. L'onglet chat où vous pouvez interagir. Pour poser vos questions, j'insiste, n'hésitez pas à poser vos questions à nos animateurs. Merci d'utiliser l'onglet dédié questions. Et on va vous faire participer également. Donc, alors comment? Donc, à 8 reprises au cours de ce webinaire, en utilisant l'onglet sondage, je vous poserai une question pour tester vos connaissances sur le risque routier. On compte sur vous pour jouer le jeu. Merci de répondre au questionnaire de satisfaction avant de quitter la session. Il est également situé dans l'onglet sondage. Bon webinaire à tous. Alors, bienvenue à tous donc, à ce webinaire consacré à la sensibilisation des salariés aux risques routiers. Donc, cette présentation contient surtout pour vous des rappels. Vous n'apprendrez peut-être rien de nouveau, quoique peut-être. Et quoi qu'il en soit, un rappel à la vigilance est toujours bon. Surtout quand il s'agit d'un risque aussi fréquent que le risque routier et dont les conséquences peuvent être si graves. Ce risque nous concerne tous au quotidien et pourtant on a tendance à l'oublier. Cette présentation sert justement à vous rappeler l'importance du risque routier et nous profitons donc de la semaine de la sécurité routière au travail pour cela. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a une véritable banalisation de l'activité de conduite. On conduit dans son quotidien pour se déplacer à titre privé, on conduit aussi dans le cadre de son travail. Parfois même, on utilise le même véhicule pour tous ces déplacements. On acquiert certaines habitudes, voire des automatismes, à cause de la grande connaissance des itinéraires la plupart du temps. Pourtant, le risque routier est peut-être votre principal risque professionnel. On le sait tous, on conduit beaucoup et tous les jours, on risque notre vie sur la route. Ça devient donc presque un risque «banal» entre guillemets. Mais pour autant, ça reste, un risque à part entière qu'il ne faut pas négliger. Fort heureusement pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui, le risque routier se caractérise encore par une absence d'accidents, des petits accrochages, oui parfois, mais rien de bien méchant. En réalité, ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on ne pense pas à la prévention du risque routier tant qu'il n'y a pas eu d'accident grave ou au moins une grosse frayeur. Alors n'attendez pas, d'en arriver là pour redoubler de vigilance sur la route. Alors pendant cette présentation qui va durer à peu près 1 heure, nous verrons ensemble quelques généralités à avoir en tête sur le risque routier. Nous verrons aussi donc la démarche de prévention associée à ce risque en entreprise et nous nous arrêterons plus longuement sur les différents facteurs de risque sur la route. Nous conclurons, ce thème en vous rappelant donc les principaux, messages de prévention à retenir. Alors, petite précision, nous parlerons dans ce webinaire du risque routier mission, c'est-à-dire les déplacements dans le cadre de vos missions au cours de votre journée de travail. On ne parlera pas spécifiquement des trajets. Vous savez, les trajets, c'est ce parcours que vous effectuez entre votre domicile et votre travail et entre votre travail et votre domicile. Bien évidemment, la prévention qui s'appliquera dans le cadre des missions sera aussi valable pour tous vos autres types de déplacements. Alors, je laisse la main à Thomas qui va vous présenter donc le premier sondage de ce webinaire. Merci Elsa. Alors oui, on commence tout de suite là, donc avec la première question. Donc, je vais vous demander à tous de vous rendre dans l'onglet sondage. Donc coincé, voilà, donc à côté de questions. Donc, mais avant de répondre, avant que vous lisiez la question, on va se concentrer sur ce tableau que vous avez donc à l'écran sur votre gauche. Donc, temps passé estimé en jours sur la route. Alors, donc il y a 2 colonnes. La colonne de gauche avec une moyenne horaire de kilomètres/heure. Donc à votre avis, dans vos déplacements quotidiens liés au travail, attention je précise, à quelle allure roulez-vous? C'est-à-dire si vous faites plutôt de la ville et de la nationale, est-ce que vous vous situez autour de 70 km/h ou alors vous faites que de la ville autour de 50 km/h? Donc d'abord déterminez donc votre allure moyenne, annuelle.
Et enfin, le kilométrage annuel, c'est-à-dire tout simplement, combien de kilométrage vous faites, combien de kilomètres, pardon, vous faites sur la route pendant un an. Donc 10 000, 20 000 kilomètres. Donc à partir de ces 2 colonnes, vous pouvez déterminer, le jour que vous passez, en cumulé sur la route. Donc si par exemple vous roulez, en moyenne à 60 km/h et que vous faites 20 000 kilomètres par an, eh bien on peut dire que vous passez 42 jours sur la route. Donc sondage numéro 1. Donc, combien de temps passez-vous sur la route pour le travail en cumulé sur une année? Donc, à l'aide de ce tableau, donc il y a 4 réponses possibles. Moins de 25 jours par an, soit maximum un mois ouvré en cumulé. Entre 25 et 100 jours par an, entre 100 et 125 jours par an. Et enfin, plus de 150 jours par an. Alors, merci, Thomas pour l'animation de ce sondage. Donc on voit plutôt donc effectivement soit, des salariés, conducteurs, plutôt occasionnels, voire, réguliers quand même, pour certains. En tout cas bon, dans ce sondage, personne n'a plus de 150 jours par an. Mais bon, ce qui est important aussi, c'est de comprendre que ce n'est pas que la fréquence qui crée, l'accident. Évidemment, plus on est sur la route, plus on a de risques d'avoir un accident, mais pas seulement. Notre objectif, c'est aussi de bien vous amener à une prise de conscience du temps passé à la conduite. Peut-être cette question, vous ne l'étiez jamais posée. Quoi qu'il arrive, j'ai quand même l'impression qu'on passe plus de temps que ce qu'on imagine sur la route. C'était l'objectif de ce premier sondage. Et quelle que soit votre situation, conducteur occasionnel, régulier, chauffeur routier ou professionnel de la route, les messages de prévention sont les mêmes. Attention aux habitudes, attention aux automatismes et au fait de se croire invincible. Le risque zéro, pardon, n'existe pas, c'est certain, et c'est d'autant plus vrai sur la route. On croit toujours que ça n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où... Alors, entrons dans le vif du sujet avec les généralités sur le risque routier. On a choisi pour ça de vous passer une très courte vidéo que nous trouvons assez parlante sur le thème du risque routier dans le cadre du travail et de comment est perçue en fait cette problématique par les salariés. Ça va peut-être vous parler et justement vous nous donnerez votre avis sur cela juste après avec un nouveau sondage avec Thomas. Rouler vite me permet de faire plus de rendez-vous, d'être plus productif. Téléphoner en conduisant est une obligation professionnelle. Je suis obligée de décrocher si un client ou mon patron m'appelle. Je suis obligé de boire pendant les repas d'affaires, ça crée de la convivialité. Je ne veux pas arriver en retard à cause d'un coup de fatigue. Alors, on va donc retourner dans l'onglet, sondage. Donc l'onglet, sondage, le sondage numéro 2. Donc là, on a vu un certain nombre de pensées de salariés, sur la route, et la question qu'on vous pose maintenant, c'est de savoir si vous, il vous est déjà arrivé de penser la même chose que ces salariés, dans le sens, où voilà, vous vous êtes déjà interrogés, vous avez déjà eu ces interrogations ou ces affirmations. La question, voilà, maintenant, c'est de savoir si vous en avez une ou plusieurs d'ailleurs, donc tout simplement oui ou non. Alors, du coup, c'est assez, marrant vos réponses. On a pratiquement un 50-50 de gens qui ont déjà pu penser ce genre de choses et d'autres qui ont répondu non. Donc on a, un public plutôt, hétérogène sur ça, mais on voit bien qu'effectivement ce sont des idées qui peuvent quand même, parler puisque, on est tous aussi des salariés, sur la route et on a pu avoir ce genre de réflexion. Donc au-delà de ces idées reçues, nous voudrions vraiment vous faire comprendre à travers ce webinaire que, la prévention du risque routier, ce n'est pas que la sécurité routière et ce n'est pas que le respect du code de la route. Ça suffira pas pour éviter tous les accidents malheureusement. Et comprendre aussi que la prévention du risque routier ne doit pas être vécue, par les salariés comme, une sorte de «flicage» entre guillemets de la part de votre entreprise.
Alors, le risque routier est caractérisé par sa gravité aussi. On a parlé de la fréquence jusque-là avec, le tableau, et vos kilomètres parcourus, mais, il faut aussi s'arrêter sur la gravité de ce risque, à savoir que la route est la première cause de décès au travail avec environ 31 % des accidents de travail mortels qui ont lieu sur la route, ce qui correspond à environ 400 décès par an. Donc ce sont les chiffres, officiels de 2020 qui sont donnés par l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. La route, elle peut également être à l'origine d'accidents graves, avec d'autres conséquences qui sont multiples. Les conséquences matérielles, évidemment, sur le véhicule. Pensez que si on n'a plus de véhicule, on peut parfois ne plus pouvoir exercer son métier ou ne plus pouvoir se rendre à son travail. Les conséquences physiques aussi sont évidentes. Un accident peut engendrer des blessures plus ou moins graves, une invalidité. Sachez qu'environ 7000 accidents de travail routiers entraînent une incapacité permanente, des séquelles handicapantes qu'on gardera parfois à vie, jusqu'à un décès possible, bien entendu. Les conséquences d'un accident de la route peuvent être psychologiques. Le choc pour un témoin rescapé d'un accident, ou imaginez les collègues d'un collaborateur de l'entreprise qui aura été une victime mortelle de la route sur son temps de travail ou sur son temps de trajet. S'ajoutent à cela aussi les conséquences financières pour l'entreprise avec de nombreux coûts directs ou indirects. Un accident peut couler une petite boîte ou griller l'image de marque d'une grande entreprise. En gros, ça coûte plus cher de réparer les conséquences d'un accident que d'essayer de l'éviter. Donc nous, évidemment, on prône la prévention. Enfin, les conséquences, elles peuvent être juridiques et morales. On peut tuer quelqu'un sans forcément être responsable de l'accident à la base, et pour autant, cela, on le payera toute sa vie. Donc pensez aux poursuites judiciaires possibles aussi, d'où l'importance d'avoir des papiers à jour, le permis de conduire, le contrôle technique, l'assurance du véhicule, etc. Est-ce que vous savez combien de conducteurs roulent sans permis en France ? Selon les chiffres officiels de la sécurité routière, qui datent de 2019, on estime à 770 000 le nombre de personnes qui conduisent sans permis en France aujourd'hui et 800 000 le nombre de conducteurs avec un véhicule circulant sans assurance. Donc c'est énorme, la probabilité d'être cette personne-là ou de croiser ces personnes-là sur la route. Et ces chiffres ne cessent d'augmenter avec les années. En 2020, 6% des conducteurs impliqués dans un accident de la route mortel circulaient sans permis valide. Alors, une des spécificités du risque routier, c'est celle du véhicule qu'on utilise en mission. Il devient alors un réel outil de travail à part entière, qu'il soit professionnel, ce véhicule, ou votre véhicule personnel d'ailleurs. Et bien souvent, l'employeur pense à tort qu'il ne peut rien faire en termes de prévention quand il s'agit des véhicules personnels des salariés. Alors sachez que c'est faux, mais c'est délicat parce qu'on touche là au réel chevauchement entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Alors dans le domaine privé, l'individu est un usager lambda de la route. Dans le domaine professionnel, ce même individu devient un salarié en mission soumis à un contrat de travail et éventuellement à d'autres règles de l'entreprise en plus du code de la route. Le déplacement routier, dans le cadre privé, devient, dans le cadre du travail, une mission selon un itinéraire professionnel précis. Se déplacer est un acte de travail. Le véhicule, le vôtre, parfois si c'est votre véhicule personnel ou bien un véhicule de fonction ou de service appartenant à l'entreprise, devient, on l'a dit, un réel outil de travail. Par contre, il y a un dénominateur commun entre le domaine privé et le domaine professionnel. Vous avez un seul et unique permis de conduire. On peut perdre son permis dans des circonstances personnelles ou pendant le week-end ou les vacances, et pour autant, ce même permis de conduire est subordonné à votre contrat de travail. D'où l'importance et l'obligation de prévenir votre employeur dans ce cas précis de perte de permis. Alors, en ce qui concerne la démarche de prévention du risque routier en entreprise, ayez bien en tête qu'elle concerne aussi bien le salarié que l'employeur. La prévention du risque routier, elle implique donc le salarié conducteur avec le respect du code de la route, le respect et la responsabilité plutôt de vos agissements et de vos comportements individuels qui peuvent être des comportements à risque vis-à-vis de la conduite, votre santé, la vigilance, les potentiels distracteurs au volant. On va parler de tout ça par la suite puisque ce sont donc les facteurs de risque qui peuvent causer un accident sur la route. Et sachez aussi que ça implique l'employeur, évidemment, cette prévention du risque routier, parce que même s'il n'est pas dans le véhicule avec vous et que ce n'est pas un véhicule qui lui appartient, puisque ça peut être le vôtre, l'organisation du travail est très importante. Par exemple,
Si votre entreprise vous demande de faire un Paris-Bordeaux en 4 heures en voiture, c'est évidemment pas possible, ni même compatible avec le respect du code de la route. Donc la prévention du risque routier, c'est pas uniquement respecter le code de la route pour le conducteur et pour l'employeur de vérifier que vous avez bien votre permis. La prévention du risque routier, ça commence avant même de prendre la route avec l'organisation du travail. Alors, pour prévenir le risque routier, il y a plusieurs thèmes qui vont toucher ce domaine-là. Il y a l'organisation des déplacements qui est très importante, avec la volonté en fait de l'entreprise de réduire le risque routier à la source. Il y aura la gestion des véhicules avec le choix des véhicules et l'entretien des véhicules qui peut avoir un impact évidemment sur une source d'accident. La gestion des communications au volant, vous le verrez, on va s'arrêter aussi longuement sur cet aspect-là du téléphone, et la gestion des compétences en lien avec la conduite. Donc ça fait un vaste sujet, la prévention du risque routier, et votre employeur peut vous concerter sur ces différents volets-là, puisqu'il vous concerne directement, et ça rentre donc dans l'évaluation du risque routier en entreprise. Il y aura un plan d'action qui pourra être élaboré suite à cette évaluation. Alors n'hésitez pas en fait à faire part de vos difficultés au quotidien, de vos idées d'amélioration potentielles qui concernent le risque routier, parce qu'après tout, c'est vous qui êtes directement concerné, ce sont vos conditions de travail. Si nous prenons le thème de l'organisation du travail comme exemple, cette organisation de travail, elle doit normalement être bienveillante et inciter à un comportement raisonnable sur la route. Pour cela, l'organisation devra prendre en compte, donc, tant que possible, les différents paramètres qui influencent la conduite, donc c'est-à-dire la fatigue qui peut jouer sur votre conduite, la charge mentale qu'on vous demande dans vos tâches et vos missions professionnelles, le temps de préparation des déplacements, les temps réels de déplacement, les temps de pause qui ne doivent pas être négligés et qui doivent être surtout intégrés au temps de travail et anticipés dans les plannings. L'organisation du travail, elle doit prévoir des temps de conduite qui sont réalistes, c'est-à-dire des objectifs qui sont réalisables et qui doivent tenir compte tant que possible des facteurs perturbateurs tels que la météo, le trafic et les horaires. Donc vous aussi, vous devez avoir en tête ces paramètres-là si vous êtes dans une organisation qu'on dit autonome. Ça arrive souvent que on nous dise, bon, moi, mes commerciaux, ils sont totalement autonomes sur la route, ils gèrent comme ils veulent leurs rendez-vous, etc. Donc, vous aussi, ayez en tête que l'organisation, elle va jouer sur les facteurs de risque sur la route. Alors, exemple plus concret, donc pour vous, la pause déjeuner. Elle doit être suffisamment longue et reposante. Une pause déjeuner, c'est pas un sandwich au volant pendant qu'on roule. C'est sollicitant de conduire. On dit que conduire, c'est 60 décisions par minute. Donc, ça fait une action par seconde. Conduire, c'est déjà travaillé et ça demande toute notre attention. L'entreprise, elle doit faire en sorte de limiter au maximum la prise de risque sur la route. On sait que le stress, notamment dans les activités commerciales, peut influencer un mode de conduite plus à risque, où on va retrouver vitesse et précipitation, conversations téléphoniques au volant qui peuvent être fréquentes et longues, et animées. Et on sait aussi que ce sont des activités où il y a une prime qui est liée au nombre de contrats décrochés, donc on va passer plus de temps pour la route pour aller voir plus de clients. Ensuite, on est tous concernés donc par le risque routier puisque le salarié au volant est ici le conducteur au sens de l'article L121-1 du Code de la route qui stipule que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du dit véhicule. Et sur qui pèse l'obligation de respecter bien évidemment les règles du Code de la route. Ces responsabilités pénales et civiles et sociales ou disciplinaires seraient également engagées en cas d'infraction au Code de la route, d'autant plus s'il est à l'origine d'un accident corporel. Sachez donc que lors d'un accident grave de la route, la faute de l'employeur va aussi être étudiée, appréciée par un juge. Elle pourra être qualifiée de faute intentionnelle ou inexcusable. Et la responsabilité pénale pour homicide involontaire de l'employeur peut être reconnue en cas de décès. Retenez donc que la responsabilité pénale du salarié ne dégage pas celle du chef d'entreprise. Et pour résumer, l'employeur, il est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés, y compris lorsqu'ils sont en mission à l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire sur la route, au volant, et même s'ils conduisent leur véhicule personnel. L'employeur doit évaluer le risque routier comme un autre risque dans le document unique et mettre en place des mesures de prévention adaptées aux situations. On en a parlé juste avant. C'est dans ce contexte que l'employeur il doit s'assurer donc du respect des règles et de leur application. Par exemple, on vous parle de ça parce que lorsqu'il vous demande votre permis de conduire à l'embauche, puis ensuite périodiquement,
Ce n'est pas une volonté de vous surveiller, en fait, mais il s'agit bien, en fait, de prévenir et d'anticiper une éventuelle situation complexe pour l'entreprise et pour le salarié, en cas de perte de permis de conduire. On constate effectivement des situations où, par peur de perdre son emploi, un salarié, ne va rien dire, et va rouler sans permis, car on sait bien que pour certaines professions, permis de conduire égale permis de travail. De l'autre côté, chaque salarié, lui, est responsable de son propre comportement au volant et de sa conduite selon les règles du code de la route. Vous devez être en possession d'un permis de conduire qui est valide et informer votre employeur en cas de changement de cette situation. Vous devez aussi respecter éventuellement d'autres consignes données spécifiquement par votre employeur. Cela peut concerner, par exemple, l'entretien du véhicule utilisé en mission. Souvenez-vous que c'est aussi donc votre outil de travail et un véhicule mal entretenu peut provoquer un accident. Si vous avez la chance d'utiliser un véhicule d'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a dans l'entreprise une flotte en leasing, par exemple, avec un entretien intégré, ça ne vous décharge pas pour autant d'en prendre soin et de signaler tout dysfonctionnement, d'autant plus si le véhicule est partagé par plusieurs collaborateurs de l'entreprise. Enfin, nous attirons votre attention aussi sur un point fréquemment rencontré, le véhicule qui fait office de bureau. Le véhicule doit rester un moyen de locomotion et non un moyen de communication, ni même un lieu de travail dans lequel on utiliserait son ordinateur ou bien, comme on l'a vu, un lieu dans lequel on prendrait son repas. Maintenant, c'est à Céline de vous présenter donc en détail les différents facteurs de risque sur la route. Merci Elsa. Oui, effectivement, on entame ensemble le chapitre sur les facteurs de risque au volant. Donc, on ne peut pas résumer le risque routier uniquement par le risque d'accident sur la route. Parler du risque routier, ce n'est pas seulement penser aux seuls facteurs de risque de type la validité de mon permis de conduire ou le téléphone au volant. Il faut avoir une vision qui est plus élargie des facteurs de risque lorsque l'on va conduire. Si les dommages les plus visibles suite aux accidents de la route sont les dommages corporels, il y a bien d'autres conséquences sur la santé, comme par exemple le maintien de son emploi si on a un handicap, des conséquences pour la conduite si on a une ou des pathologies qui peuvent être invalidantes, mais aussi des conséquences qui vont avoir des effets sur la santé mentale. Donc, on va passer en revue ces 8 facteurs de risque et les moyens de prévention qui y sont associés. Donc, on va voir ensemble la vigilance et la somnolence, la vue, l'alcool et ses effets, les drogues, les médicaments, le téléphone, le véhicule et les comportements au volant. Mais tout d'abord, on va commencer par un sondage pour commencer ce chapitre avec Thomas. Oui, merci Céline. Donc on va retourner dans l'onglet sondage, donc sondage, numéro 3. Question simple, d'après vous, quelle est la première cause d'accident sur autoroute? Je précise, hein, j'appuie sur autoroute, hein, pas toute route confondue, sur autoroute. Donc la vitesse, la somnolence, l'alcool ou bien le téléphone? La vitesse, la somnolence, l'alcool ou le téléphone? Merci à vous pour vos réponses. Merci Thomas. Alors, en regardant vos réponses, la moitié, on va dire, la moitié a répondu la somnolence, et puis ensuite on a des retours sur la vitesse, l'alcool et le téléphone. Et bien effectivement, il faut savoir que la somnolence, c'est bien la première cause d'accident sur autoroute. Alors, il va falloir bien distinguer la fatigue d'un côté et la somnolence d'un autre. La fatigue, ça va être la difficulté à rester concentré. Ces signes annonciateurs vont être un picotement des yeux, un raidissement de la nuque, des douleurs de dos, le regard qui va se fixer. La solution, ça va être toutes les 2 heures, la pause s'impose. La somnolence, ça va plutôt être la difficulté à rester éveillé avec un risque d'endormissement, quelle que soit la longueur de votre trajet. Elle va se manifester par des bâillements et des paupières qui vont devenir lourdes. En outre, la somnolence entraîne des périodes dites de micro-sommeil. Ce sont des périodes qui vont de 1 à 4 secondes et qui peuvent être extrêmement dangereuses pour la sécurité de tout le monde. La pause alors ne va plus suffire. La solution la plus efficace, ça va être de restaurer sa vigilance, donc de s'arrêter dans un endroit sécurisé pour se reposer
au moins 15 minutes. Donc le risque d'avoir un accident va être 8 fois plus important lorsqu'on est somnolent, et sur l'autoroute, un accident mortel sur 3 va être associé à ce phénomène de somnolence. Si on regarde le schéma là à l'écran, votre niveau de vigilance va baisser tout au long de la journée, hein, en fonction des pics naturels, de notre dette de sommeil, etc. Il faut donc alors bien s'écouter dès qu'on sent une fatigue et dès les premiers signes d'alerte. Au-delà de 17 heures d'affilée sans sommeil, les réflexes du conducteur vont diminuer autant que s'il avait un taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang, ce qui est la limite autorisée en France, hein. Et attention aussi, on est toujours tenté de boire un petit peu plus de café en se disant que ça va nous aider à tenir notre trajet, mais la caféine fait oublier la sensation de fatigue. Elle ne l'élimine pas du tout. Le corps va toujours rester fatigué. Alors, il faut être vigilant sur le nombre de cafés que l'on consomme au volant. Alors là, ici, quelques recommandations, hein. Un manque de sommeil, moins de 5 heures par nuit, va multiplier le risque d'accident par 3. Donc, le temps de sommeil des Français a tendance à se raccourcir, hein. Plus d'un tiers se contente de moins de 6 heures par nuit, alors que les besoins de sommeil sont plutôt davantage entre 7 et 8 heures par nuit pour qu'on puisse se récupérer correctement. Il faut donc dormir suffisamment. Ensuite, il faut faire une pause dès l'apparition des premiers signes évocateurs, comme les bâillements, les clignements des yeux, l'envie de changer de position, etc. Ne pas fumer, ne pas manger ni boire au volant. L'exemple, hein, c'est quand on boit une boisson chaude au volant, un café, un thé ou autre, et qu'elle se renverse sur nos genoux. Vous allez être plus concentré sur la douleur de la brûlure que sur le passage piéton ou le stop qui arrive. Et là, vous risquez de freiner brusquement, etc. Et la fatigue et la somnolence au volant peuvent être aussi passagères, mais peuvent aussi être liées à une pathologie qui est liée à des troubles du sommeil, comme l'apnée du sommeil. Il est donc conseillé de consulter un médecin. Au niveau de la vue, donc il faut savoir que la vue, hein, c'est votre premier garant de la sécurité au volant. Afin de réagir correctement, hein, aux différentes situations qui vont s'imposer sur la route, il est donc indispensable que nous ayons tous une bonne vue. Il faut savoir que 90% des décisions qui sont prises au volant d'un véhicule dépendent des yeux. Souvent, on se rend compte d'un problème de vue lorsque l'on se trompe de direction, quand on voit un panneau parfois au dernier moment. Alors attention, hein, ce sont des signes qui doivent nous alerter, vous alerter. On peut être aussi sujet aux éblouissements lors de la conduite de nuit avec des phares de voiture qui sont mal réglés et qui arrivent en sens inverse. Il faut savoir que le temps de récupération va être différent en fonction de notre âge. Donc, que l'on soit corrigé ou non, il est important de faire contrôler sa vue régulièrement car elle évolue tout au long de notre vie chez un ophtalmologue qui dépistera et corrigera les affections qui sont susceptibles d'altérer la capacité à la conduite. On va maintenant passer un peu plus de temps sur l'alcool, hein, car c'est la première cause d'accident mortel sur la route et qui représente en moyenne 30% de la mortalité routière. L'alcoolisation, c'est un facteur de majoration, hein, de risque au travail et pas seulement pour la conduite, évidemment. En fonction du taux d'alcool dans le sang, il va y avoir différents effets sur l'organisme. Donc, une diminution de la perception du danger avec une difficulté d'évaluer les distances, hein, de la perception des reliefs, des profondeurs, un allongement du temps de réaction, etc. Par exemple, on pense avoir suffisamment de temps pour s'insérer sur une bretelle d'autoroute et en fait, non. Et là, survenue de l'accident avec un autre automobiliste. Il peut aussi engendrer des excès de vitesse, une réduction du champ visuel, hein, c'est quand un champ visuel est va être rétréci, une diminution de l'attention, des troubles de l'humeur, une euphorie ou une agressivité qui va engendrer une prise de risque, un endormissement, donc une résistance à la fatigue et une vigilance qui va diminuer, ou encore une sensibilité à l'éblouissement qui peut être plus importante, comme on l'a vu tout à l'heure, ou une coordination des mouvements perturbés. L'effet désinhibant de l'alcool amène le conducteur à sous-évaluer les risques et à surestimer ses capacités. Le 4e sondage, donc à toi Thomas, pour un petit sondage sur l'alcool. Oui, alors,
Donc sondage numéro 4, rendez-vous dans l'onglet sondage. Alors excusez-moi de vous poser cette question de bon matin, mais d'après vous, donc dans ces verres dose bar, c'est-à-dire les verres tels qu'ils sont servis dans les bars, lequel contient le plus d'alcool? Alors c'est soit, heu, un shot de vodka, un verre de whisky glace, un verre de cognac, un verre de pastis, un ballon de vin rouge, une flûte de champagne ou bien encore un demi de bière. Donc d'après vous, lequel de ces verres contient le plus d'alcool? Alors, bah, beaucoup de réponses. Et d'après vos réponses, la majorité serait pour le verre de whisky glace et puis ensuite, ça descend un petit peu. Eh bien, chaque verre qui là, vous a été présenté sur cette diapo, va contenir exactement la même dose d'alcool. Il n'y a pas de différence en termes de degré d'alcoolémie. Tout ce qui a été présenté, donc le verre de pastis, whisky, et cetera, ils ont tous, la même dose d'alcool, dans leur verre. Donc un verre équivaut à une dose d'alcool, soit 10 grammes d'alcool. On a le droit en France à 2 verres standards pour ne pas dépasser la dose limite autorisée. Il est donc interdit de conduire avec un taux d'alcool dans le sang qui va être supérieur à 0,5 g par litre de sang. Exemple, boire un demi de bière ou un whisky, ici revient à assimiler exactement la même dose d'alcool. L'employeur, sur le lieu de travail, peut interdire la consommation évidemment d'alcool dans l'entreprise via le règlement intérieur dans le cadre des dispositions légales et réglementaires qui sont en vigueur. On a d'entreprise sans alcool ou le matin sous forme de petit déjeuner. Faire aussi attention à la maison. Les doses sont souvent plus importantes. Les verres peuvent être plus grands. À titre d'exemple, 2 grammes par litre représentent à peu près 8 verres standards. Donc il faut vraiment garder en tête qu'après 2 verres, tout s'accélère. Concernant l'élimination de l'alcool, il n'y a pas d'astuce miracle qui permet de diminuer le taux rapidement. Le petit bonbon à la menthe, la consommation de café, boire plusieurs litres d'eau ou même avaler une cuillère d'huile, ça arrive, rien ne fonctionne. Seul le temps permet d'éliminer l'alcool et rien d'autre. À noter quand même, l'alcool est éliminé dans l'organisme par le foie à 95%. Donc, le délai d'élimination de l'alcool dans l'organisme diffère que vous soyez une femme ou un homme, un peu plus rapide chez les hommes. Il va être en moyenne de 0,10 g par litre par heure pour les femmes et de 0,15 par heure pour les hommes. Pour un taux équivalent de 2 grammes par litre à 0 heure, on voit là ici sur le schéma qu'un homme pourra reprendre la route à 10 heures alors qu'une femme ne pourra reprendre la route qu'à 15 heures et que la femme retrouvera un taux à 0 à 20 heures et l'homme à 13h30. Il faut aussi porter une vigilance en particulière au lendemain de soirée, au lendemain de fête ou événements comme les dimanches de soir festif par exemple. En fonction de la dose d'alcool consommée, il ne sera peut-être pas possible de reprendre le volant en début de matinée pour aller travailler, même après quelques heures de sommeil. Hop. Un nouveau sondage pour continuer sur l'alcool. Oui, voilà, on va retourner donc sur la question numéro 5 dans l'onglet sondage. Donc on va partir donc du principe donc que, vous avez fait un excès d'alcool et puis on va voir donc, quels sont vos sentiments par rapport à ces questions. Donc le sondage 5, donc première question: boire un café permet-il d'accélérer l'élimination de l'alcool dans l'organisme? Oui ou non? Est-ce qu'un petit café, ça permet de faire baisser rapidement l'alcoolémie pour reprendre le volant? En diluant l'alcool, mon alcoolémie sera-t-elle moins élevée? Voilà. Est-ce que si on met de l'eau dans son vin, on en est moins ivre? Sondage donc numéro 5C: une bonne sieste, une bonne nuit de sommeil et je peux reprendre le volant. Oui, non ou pas toujours?
merci de vos réponses. On va voir si vous avez bien suivi. Alors, pour la première question, effectivement, hein, vous avez raison. On l'a vu tout à l'heure, hein, boire un café ne va pas diminuer les effets de l'alcool sur l'organisme et ne va pas non plus accélérer son élimination dans le sang. Pour la deuxième question, effectivement, hein, c'est bien faux aussi que l'alcool soit servi avec des glaçons ou dilué dans un jus de fruits ou bien dans un soda ou autre. Ça va vraiment être la quantité d'alcool qui compte et pas le volume ou la dilution de la boisson. Pour la dernière question, effectivement, c'est pas toujours, hein. Après une soirée bien arrosée, le taux d'alcool résiduel dans le sang demeure élevé, même après une sieste ou une nuit de sommeil, hein. Dormir ne va pas diminuer le taux d'alcool dans le sang. Alors, on vient de le voir, hein, rien ne permet de diminuer les effets de l'alcool, ni d'accélérer le temps d'élimination dans l'organisme. Celui-ci va demeurer en toutes circonstances d'environ 1 à 2 heures par verre. On mettra un peu plus de temps à éliminer un verre qui dit maison qu'un verre dose bar, et 1 heure en moyenne pour un verre standard et plutôt 2 heures pour un verre maison. Pour finir sur l'alcool, on va faire un point sur la réglementation. Donc, le code de la route impose une limite fixée à 0,5 g par litre d'alcool, comme je vous ai dit tout à l'heure, par litre de sang, soit 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour les conducteurs qui sont titulaires d'un permis probatoire et ceux qui sont en situation d'apprentissage, la limite va être fixée à 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Donc, si on regarde ici la diapo, si on a un taux qui est égal ou supérieur à 0,2 g par litre pour les permis probatoires, donc là, on peut avoir un retrait de 6 points, enfin, il y aura un retrait de 6 points. La première année du permis probatoire, le conducteur va perdre son permis et il devra repasser l'examen du permis de conduire, le code et la conduite, les deux. Il y aura une amende forfaitaire de 135 € et l'immobilisation du véhicule, sauf si un passager est en état de reprendre le volant et donc du coup en état de conduire. Si le taux est compris entre 0,5 et 0,8, donc là il va s'agir d'une contravention. Donc il y aura en plus la suspension du permis de conduire qui peut aller jusqu'à 3 ans. Et si le taux est égal ou supérieur à 0,8 g par litre, donc là il va s'agir d'un délit. Donc il peut y avoir jusqu'à 45 000 € d'amende. Non, pardon, 4 500 € d'amende, un stage obligatoire de sensibilisation à la sécurité routière, bien sûr aux frais du contrevenant, une peine d'emprisonnement en fonction de la gravité du délit et une interdiction de conduite si le véhicule n'est pas équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage, ce qu'on appelle un EAD, pour une durée de 5 ans au maximum. Sachez qu'en cas de refus de se soumettre à un test d'alcoolémie lors d'un contrôle, les sanctions sont les mêmes que si vous étiez à un taux supérieur à 0,8 g par litre de sang. Donc, il va s'agir d'un délit. Donc, le risque d'accident mortel augmente aussi en fonction de l'alcoolémie. Si on a un taux qui est à 0,5, on va multiplier par 2 le risque d'accident mortel. À 0,8 par 8, on multiplie le taux par 8, et à 1,2 g par litre dans le sang, on va multiplier le taux par 35. Donc, pour conclure sur l'alcool au volant, boire ou conduire, eh bien, il faut choisir. Donc maintenant, je vous laisse avec Emmanuel qui va continuer sur les prochains facteurs de risque. Merci Céline. Alors, on va passer effectivement sur le sujet des stupéfiants, qui est un sujet qu'il ne faut absolument pas négliger dans les risques routiers. S'il y a une chose à retenir, c'est que la conduite sous l'influence de stupéfiants est interdite en France, quel que soit son taux. Donc, retenez une tolérance à 0. Sachez également qu'en fonction du type de dépistage, il est possible qu'un test soit positif, même plusieurs semaines après sa consommation. Dans un premier temps, en cas de contrôle par les forces de l'ordre, un test salivaire est pratiqué avec un résultat en 15 minutes. Si l'agent a un doute sur le résultat, il peut envoyer le prélèvement à un laboratoire pour affiner la recherche. En cas de refus de prélèvement salivaire de la part du conducteur, et en dernier recours, une prise de sang sera réalisée en milieu hospitalier.
Dans l'attente du résultat, il y a une rétention immédiate et provisoire du permis de conduire jusqu'à confirmation ou infirmation par le laboratoire. À savoir, même en cas de consommation ancienne, le test positif entraîne une rétention immédiate du permis de conduire. Donc, même si la consommation remonte à plusieurs semaines, vous risquez un retrait de 6 points sur le permis de conduire, une amende de 4 500 € et jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Naturellement, en cas d'état alcoolique et de consommation de stupéfiants simultanément, vous risquez 3 ans d'emprisonnement, 9 000 € d'amende et 9 000 € d'amende. Sachez que les effets du cannabis et de l'alcool se cumulent et qu'un conducteur positif à la fois au cannabis et à l'alcool a 14 fois plus de risque d'être à l'origine d'un accident mortel qu'un conducteur qui est négatif à l'un et l'autre. Dans ce dernier cas, donc de consommation simultanée, des peines complémentaires peuvent être prononcées, à savoir la suspension du permis de conduire, la réalisation de travail d'intérêt général et la participation à un stage de sensibilisation. Il est prouvé que l'enchaînement des conséquences peut avoir un impact très important et mettre en péril votre activité professionnelle, mais également votre situation familiale. Je laisse Thomas pour prendre les commandes pour le 6e quiz. Oui, merci Emmanuel. Avant d'aller plus loin, on va tester vos connaissances sur le sujet. Donc, rendez-vous dans l'onglet sondage. Question 6. Donc, quand je conduis après avoir fumé, je conduis moins vite. Logiquement, je ne prends donc pas de risque. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? En cas d'accident sous l'emprise de stupéfiants, mon assurance me couvrira quand même. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et enfin, je fume régulièrement, je suis habitué. Cela me fait donc logiquement beaucoup moins d'effet. Est-ce que c'est vrai ou faux? Merci pour vos réponses. Ok, bon, merci pour votre participation. Alors, attendez, j'ai perdu le fil de mon quiz. Je suis descendue trop bas. Excusez-moi de cette attente. Alors, sondage, pardon, excusez-moi, j'ai un petit souci. Bon, alors, bien entendu, quand je conduis après avoir fumé, cette affirmation est fausse, hein, même si vous roulez... non, pardon. Oui, bien entendu, cette information est fausse, même si vous roulez moins vite. Alors, la question, c'est vrai ou faux, les effets, lorsqu'on fume, on recherche certains effets. Si les effets diminuent avec l'usage, le consommateur augmentera la quantité absorbée. Alors, oui, c'est vrai, les effets diminuent avec l'usage, mais de ce fait, le consommateur augmentera la quantité absorbée pour obtenir les mêmes effets. C'est malheureusement la logique du produit. Alors, en cas d'accident, mon assurance me couvrira? Non. Si vous êtes sous l'influence de stupéfiants ou que vous êtes impliqué dans un accident sur la voie publique, votre assurance ne vous couvrira pas. Elle est même en droit de vous refuser vos droits à indemnité et de carrément résilier le contrat qui vous lie. Et pour la dernière, quand je conduis après avoir fumé, alors bien entendu, c'est faux. Même si vous roulez moins vite, le temps de réaction est beaucoup plus long, donc vous avez 2 fois plus de risques d'être responsable d'un accident mortel. Alors, passons maintenant à la consommation de médicaments. Il faut savoir que certains médicaments altèrent les capacités de la conduite, même ceux que vous pouvez prendre régulièrement et qui se délivrent sans ordonnance. Votre médecin ou votre pharmacien ne pensera pas forcément à vous informer sur la baisse de la vigilance à la prise de certains traitements. Pensez donc, si vous devez conduire, après la prise de médicaments, de consulter les pictogrammes présents sur les boîtes. Alors, pour info, le pictogramme jaune, soyez prudent, il ne faut pas conduire sans avoir pris connaissance des conseils. Le pictogramme orange demande également de la prudence, mais seul un professionnel de santé, pharmacien, médecin ou infirmier, pourra vous donner son avis sur la conduite en cas de prise de ce médicament avec donc pictogramme orange.
Pour les médicaments comportant un pictogramme rouge, la consigne est claire, hein, c'est attention, ne pas conduire. Là, la consigne est il est impossible de conduire sous l'effet de ce traitement, mais en plus, il est également important de connaître le délai d'élimination complète du traitement dans le sang avant de reconduire. Il peut varier entre 72 heures et jusqu'à 1 semaine après la prise de certains antibiotiques. Donc, attention, la prise de médicaments n'est pas à prendre à la légère. Thomas, je te laisse démarrer le quiz suivant. Donc, quiz suivant, donc le numéro 7. D'après vous, donc, il y a une liste de médicaments, d'après vous, dans tous ces médicaments, lesquels altèrent les capacités de conduite. Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Donc, c'est des médicaments qui sont utilisés assez couramment, donc les tranquillisants, les somnifères, les antidouleurs, les traitements pour l'hypertension artérielle, les comprimés contre la fièvre ou bien les antihistaminiques. Donc, d'après vous, quels sont ceux qui altèrent le plus les capacités de conduite? Vous pouvez notamment les relier, si vous avez déjà eu l'occasion de prendre un de ces médicaments, les relier au pictogramme, si d'après vous, il y avait donc un pictogramme de danger sur les boîtiers de ces médicaments. Bon, effectivement, vous êtes assez nombreux à avoir parlé des tranquillisants et des somnifères qui, vous vous en doutez bien, sont en première ligne car ils sont provocateurs de troubles de la vigilance, mais ils ne sont pas les seuls. Les traitements contre la toux, la fièvre, la douleur, l'hypertension artérielle et les allergies peuvent être également à l'origine de somnolence ou d'endormissement au volant. Alors, on va passer sur un sujet très occupant car nous sommes tous concernés par l'utilisation du téléphone pendant la conduite, enfin au moins une grosse partie de nous. Cet outil est devenu tellement familier que nous ne sommes même pas conscients qu'à certains moments, nous avons plus le regard sur notre téléphone que sur la route et malheureusement, sommes nombreux dans ce cas-là. Il est important de prendre conscience de ce fait et de s'obliger à certaines rigueurs sur la non-utilisation du téléphone pendant le temps de conduite. Nous avons tous forcément observé un conducteur devant nous qui a une conduite irrégulière, qui ne reste pas dans sa voie de circulation ou qui change brutalement de direction ou qui n'a pas une vitesse régulière et qui est au téléphone ou qui peut effectivement utiliser son téléphone pour autre chose et donc est moins concerné et moins concentré sur la route et sur son itinéraire. Nous avons tous critiqué cette personne, mais sommes-nous tous irréprochables? Je pense qu'il est bon de se poser la question. Alors, l'appelé n'est pas le seul concerné. L'appelant lui aussi a un rôle important sur la prévention. Si vous avez un correspondant, si vous savez que votre correspondant est en temps de conduite, le mieux est de reporter l'appel à plus tard, surtout pour une information ou un questionnement qui n'a pas de caractère d'urgence. Si vous laissez un message, acceptez d'avoir une réponse forcément en différé. Il est également souvent possible de laisser un message sur le lieu d'arrivée de votre correspondant afin qu'il vous rappelle. Pour l'appeler, il est important d'enregistrer un message vocal sur la messagerie, précisant que vous êtes en temps de conduite et que de ce fait, vous ne décrocherez pas. Ensuite, mettre son téléphone en mode silencieux ou en renvoi automatique des appels afin de ne pas être tenté de répondre ou d'écouter votre messagerie sur le temps de conduite. Consultez votre messagerie sur les temps de pause et en stationnement ou une fois arrivé à destination. Bien entendu, les arrêts en double fil, vous n'êtes pas considéré à l'arrêt, donc ce n'est pas le moment de consulter votre téléphone. Vous risquez de perturber la circulation et vous pouvez être à l'origine d'un accident, dans quel cas votre responsabilité pourrait être mise en cause. Nous vous rappelons que tant que le moteur de votre véhicule tourne, vous êtes considéré comme roulant, donc passible d'une amende. De même, vous n'êtes pas considéré en stationnement devant un feu rouge. N'oubliez pas qu'il est interdit de téléphoner en conduisant, même avec un kit main libre. L'utilisation des différents systèmes de communication intégrés au véhicule, de type Bluetooth, sont seulement tolérés, mais pas autorisés. Ce qui veut dire que s'il est prouvé que vous étiez en communication au moment d'un accident, même si vous n'êtes pas responsable de ce dernier, là, votre responsabilité pourra également être mise en cause. Pour rappel, ce que dit le code de la route, avec les changements qui ont été mis en place au 1er juillet 2015,
L'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur du véhicule en circulation est interdit. Il est également interdit de porter à l'oreille tout dispositif audio susceptible d'émettre du son. Une sanction du non-respect de ces consignes est un retrait de 3 points plus une amende de 135 €. Donc, nous vous rappelons que les bandes d'arrêt d'urgence sur l'autoroute ne sont pas des lieux de stationnement, mais une voie qui doit rester libre de circulation. Elle doit être utilisée uniquement en cas de force majeure. À savoir qu'en cas de circulation injustifiée sur les bandes d'arrêt d'urgence, le conducteur enfreint le code de la route et est verbalisé d'une contravention de 4e classe, donc d'un retrait de 3 points sur votre permis de conduire et d'une amende forfaitaire de 135 €. Alors, selon une étude faite en 2017 par l'INRS, on dénombre 20 000 accidents intervenant lors de déplacements professionnels. Et donc, la première cause de mortalité est liée à une conduite avec usage du téléphone au volant. Sachez que toutes les études démontrent l'existence d'un lien entre le fait de téléphoner en conduisant et l'accroissement du risque d'accident. Après un simple appel téléphonique, une grande partie de l'attention du conducteur sera captée par la conversation téléphonique et plus sur sa conduite. Donc, les effets sont les suivants: diminution du temps de réflexe, modification de la vitesse, on ne va pas rouler droit, on va mordre les lignes, on ne regarde plus dans le rétroviseur, on ne va pas forcément s'arrêter ou freiner à un passage piéton, et on va avoir un problème sur la lecture des panneaux de signalisation. Alors, voilà quelques chiffres assez marquants. 69% des conducteurs passent et reçoivent des appels téléphoniques au cours de leur déplacement professionnel sur le temps de conduite. 41% des chefs d'entreprise interrogés considèrent que téléphoner en conduisant n'engage que le salarié. Et le risque d'accident est multiplié par 23 si le conducteur lit ou écrit un message. Donc, il est également important de prendre conscience qu'une information reçue, qu'elle soit positive ou négative, a une influence sur l'état d'esprit du conducteur. Apprendre une mauvaise nouvelle ou au contraire une très bonne nouvelle va obligatoirement modifier la conduite et la vigilance. Donc, pensez-y avant de transmettre une information importante à quelqu'un qui est sur le temps de conduite. Si vous savez que le conducteur n'est pas seul dans son véhicule et que l'appel est urgent, alors appelez plutôt le passager et non le conducteur. Malheureusement, nous avons normalisé l'utilisation du téléphone, mais aussi l'utilisation des accessoires comme les appareils photo et les différentes applications de communication qui influencent aussi beaucoup notre mode de conduite et notre concentration. Malheureusement, nous savons tous que l'utilisation du téléphone au volant est dangereuse, mais nombreuses sont les gens qui le font quand même. Alors, quoi qu'en dise votre client, cette réunion n'est pas une question de vie ou de mort. Personne ne mourra si vous ne répondez pas en conduisant. L'inverse n'est pas forcément vrai. Soyez bien conscient que dès que votre téléphone émet un son, une vibration, une notification sonore ou lumineuse, il est difficile pour tout le monde de résister à la curiosité. Mais retenez bien que sur la route, le téléphone peut tuer. Maintenant, nous allons passer à une petite vidéo qui est un test interactif. À vous de vous concentrer sur le nombre de passes que vont faire les joueurs habillés en blanc. Comptez le nombre de passes des joueurs en blanc. Voilà. How many passes did you count? Alors, vous avez compté combien de passes? Is 15 passes. But did you see the gorilla? Alors, si vous comptez bien,
Normalement, This video la is bonne from réponse research est by Daniel 15. Simons and Christopher Chabris and is copyrighted. Mais avez-vous vu le gorille? Alors, vous pouvez constater comme il est difficile, voire impossible de se concentrer sur 2 actions complexes simultanément. Soit on voit un gorille, soit on voit le nombre de passes. Mais nous ne pouvons pas faire les 2 en même temps. Cela met en évidence le danger du téléphone face à la conduite et aux dangers potentiels rencontrés sur la route. Il existe une application pour Android élaborée par la sécurité routière qui s'appelle Mode Conduite. Elle vous évite d'être distrait par vos appels et SMS en envoyant un message à ceux qui vous contactent lorsque vous conduisez. Elle est pratique grâce à son activation manuelle ou automatique. Elle vous permet donc de filtrer les appels et de couper la sonnerie du téléphone et d'envoyer automatiquement un message à vos correspondants pour les prévenir que vous êtes en situation de conduite. Elle comptabilise également les statistiques des appels ou des messages reçus non traités. Apple a également mis en place une option. Si vous activez la fonctionnalité « Ne pas déranger en voiture », votre iPhone peut détecter quand vous êtes en temps de conduite et du coup empêcher les appels et les notifications. Donc pensez à ces 2 applications qui sont vraiment très pratiques. Nous passons au véhicule et bien entendu, il ne faut pas négliger son état. Pour votre sécurité ainsi que celle de vos passagers, il faut procéder de temps en temps à quelques vérifications. Il est également tout aussi important d'être bien installé et de procéder à quelques réglages avant de démarrer votre véhicule, comme programmer votre GPS avant de démarrer, mettre sa ceinture de sécurité aussi avant de rouler. Alors, pour rappel, la ceinture de sécurité doit passer sur l'épaule et non sur la base du cou. Et la sangle basse doit appuyer sur les os du bassin qui peuvent supporter une pression considérable en cas de choc et non sur le ventre qui est le centre des organes vitaux. L'installation du conducteur est importante et doit se faire avant de démarrer et systématiquement en cas d'utilisation du véhicule par plusieurs conducteurs différents. Dans un premier temps, et avant tous les autres réglages, réglez la hauteur de votre siège. Si vous ne le faites pas dans un premier temps, tous les autres réglages ne seront plus valables. Ensuite, pensez au réglage de l'appui-tête qui doit être presque à la hauteur du sommet de la tête. Vérifiez que votre dos est bien collé au fauteuil et qu'il n'y a pas d'espace libre entre le conducteur et le siège. Vérifiez que vous pouvez garder les jambes et les bras légèrement fléchis. Et pour finir cette vérification, vérifiez qu'une fois les bras tendus, les poignets sont bien au niveau du haut du volant. Pensez également à régler, je pense que je ne l'ai pas dit, pensez à régler vos 3 rétroviseurs, droite, gauche et intérieur. Il faut voir et être vu. Donc, il est donc nécessaire de contrôler régulièrement les éléments liés à la bonne vision et à la bonne visibilité. Pensez à adapter l'éclairage aux conditions de conduite sans éblouir les autres véhicules. Nettoyez régulièrement les optiques de votre véhicule. À savoir, maintenant, changer une ampoule n'est plus aussi simple qu'avant. Il n'est donc plus obligatoire d'avoir une boîte d'ampoule dans votre véhicule, mais sous peine d'être sanctionné en cas de contrôle. Dès que vous savez que vous avez une ampoule qui ne fonctionne plus, il faut absolument la changer immédiatement. Et enfin, tout véhicule doit posséder au minimum un gilet fluorescent qui doit être à disposition dans l'habitacle et pas dans le fond du coffre. Il est également fortement conseillé d'avoir dans votre véhicule autant de gilets que de passagers. N'oubliez pas que la ceinture de sécurité passe également par l'état des pneumatiques. Observez l'état des pneus pour vérifier l'absence d'anomalies visibles. Contrôlez la pression des pneus avec le matériel adapté et ajuster en fonction des circonstances de conduite, en fonction du chargement de votre véhicule, en fonction des routes que vous allez emprunter. Et vérifiez régulièrement les témoins d'usure de votre pneu. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez un petit témoin sur chaque pneu qui vous permet de voir si le niveau du pneumatique est encore utilisable.
N'oubliez pas que l'état du véhicule passe également par son aménagement, car elle peut également être facteur de risque supplémentaire. Le chargement et l'organisation de l'arrimage sont très importants. Notez qu'en cas de choc à 50 km/h, une charge non arrimée est projetée vers l'avant avec une force comprise entre 20 à 40 fois son poids. Par exemple, une boîte de mouchoirs et un tournevis qui à l'origine pèse 200 grammes, en bout de course vont peser jusqu'à 8 kg. Une bouteille plastique pleine avec un marteau passeront de 1,3 kg à 53 kg. Et enfin, une valise avec un contenant plein, une valise ou un contenant plein d'environ 30 kg pèsera au moment du choc pratiquement 1,2 tonne. Pour plus de sécurité, il est nécessaire de ne pas avoir d'objets libres dans l'habitacle et l'aménagement du véhicule doit être homologué et mis en place par un professionnel. Un bon arrimage a également l'avantage d'éviter le déséquilibre du véhicule en cas de choc. Avant de laisser la parole à Elsa pour la conclusion de ce webinaire, je laisse Thomas démarrer le dernier quiz. Merci Emmanuel. Dernier quiz. Donc, avant le questionnaire de satisfaction auquel vous répondrez tout à l'heure en quittant la session. Donc, en roulant pendant 1 heure à 150 km/h au lieu de 130 km/h, combien de temps vous gagnez? Vous êtes pressé, vous avez décidé de prendre un très gros risque. Combien ce très gros risque vous fait gagner en temps? 3 minutes, 6 minutes ou 10 minutes? Alors, la réponse est comme la majorité de ceux qui ont répondu, donc 50% d'entre vous ont la bonne réponse qui est 3 minutes. Donc, entre nous, quand on est déjà en retard, c'est pas 5 minutes qui vont changer quoi que ce soit. Franchement, ça vaut pas le coup de bombarder. Alors, pour finir sur les facteurs de risque, on voudrait vous rappeler l'importance du respect de la distance de sécurité entre 2 véhicules. Vous savez, ça se matérialise sur la route par 2 traits qui doivent nous séparer normalement du véhicule que nous devançons ou du véhicule qui nous précède. Ces 2 traits, ça veut dire un trait pour danger et 2 traits, ça veut dire sécurité. Pourquoi? Parce qu'il faut un temps, donc un trait, pour réagir et actionner le frein, c'est ce qu'on appelle la distance de réaction, et il faut un temps, donc un autre trait, pour que le véhicule s'arrête une fois qu'on a actionné le frein. Donc c'est ce qu'on appelle la distance de freinage. Donc la distance de réaction, elle va dépendre du temps de réaction selon les différents facteurs de santé évoqués précédemment. Fatigue, stupéfiants, alcool. Ça va dépendre du niveau d'attention du conducteur, ça va dépendre de l'état physique du conducteur, des conditions de circulation et de la chaussée. L'état de la chaussée, est-ce qu'elle est usée, est-ce qu'elle est mouillée, est-ce qu'elle est glissante, par exemple. Et ensuite, la distance de freinage, combien de temps prendra votre véhicule à s'arrêter, ça va dépendre aussi de la chaussée, des conditions météo, de l'état de votre véhicule, notamment des freins, et du taux d'usure de vos pneus, qui est à vérifier, comme on l'a vu avec Emmanuel. Donc ça fait beaucoup de paramètres pour un même très court moment, sur une très courte distance, qui peut finalement quand même être fatale. Sur 2 secondes, c'est quand même le temps qu'on prend pour simplement regarder qui vous appelle sur votre téléphone sans même décrocher. C'est aussi le temps de regarder par la fenêtre et de se dire « Tiens, ce bâtiment a changé. Avant, c'était un immeuble d'habitation. Maintenant, c'est un supermarché, par exemple. » Donc, 2 secondes, c'est 2 petites secondes. C'est aussi le temps pour percuter un obstacle ou la voiture de devant qu'on n'aurait pas vu freiner. Alors, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Simplement, donc, vous rappeler que la conduite peut avoir des effets sur la santé, tout comme votre santé peut avoir des effets sur la conduite. Ce qui reste au centre du contexte, c'est le conducteur et son véhicule comme dénominateur commun du risque routier. Et on rappelle quand même que le facteur humain est responsable dans 98% des accidents de la route. Donc, ayez bien en tête quand même tous ces facteurs de risque qu'on a vus en détail qui apparaissent du coup en
en vert sur cette diapositive en haut de la diapo. Et puis tous les effets aussi, qu'on ne détaille pas là parce qu'on n'a pas le temps, mais que peuvent avoir à long terme donc, ou à plus court terme parfois, la conduite sur votre propre santé. Alors, le risque zéro n'existe pas, un accident est toujours possible, on ne cesse de le dire. Le risque routier, ça se situe pour nous à la rencontre entre 4 éléments. L'organisation du travail mis en place par l'entreprise, on en a parlé tout à l'heure. Ça se situe aussi à la rencontre avec le conducteur, donc à vous d'être vigilant, de surveiller votre santé, vos comportements, au volant, vos compétences aussi à conduire. Votre état d'esprit, votre état de fatigue ou d'ivresse, évidemment, va avoir un impact. Les distractions comme manger, boire, fumer ou téléphoner, et puis tout ce qui est défaut d'attention et de vigilance vont fortement influencer votre conduite, vous le savez. Le véhicule aussi est un élément important qui entre dans cette équation. C'est l'état de votre véhicule et son entretien, l'entretien courant et l'entretien constructeur, des pneus lisses, un défaut de freinage ou un indicateur lumineux défaillant peut être à l'origine de graves accidents, et l'adaptabilité aussi de votre véhicule selon l'activité que vous pratiquez. On recommandera toujours un véhicule utilitaire léger avec une cloison pleine, par exemple, plutôt que un véhicule léger qui ne sera pas un utilitaire ou sans cloison. Et enfin, dernier élément qui rentre en compte dans la prévention du risque routier, c'est l'environnement. C'est-à-dire tous les autres éléments qu'on ne peut malheureusement pas maîtriser, comme la météo, comme les autres usagers de la route. On voit d'ailleurs de plus en plus de nouveaux usagers de la route qui sont donc les engins de déplacement personnel motorisé, EDPM, dont a parlé Thomas tout à l'heure. 22% de la population possède aujourd'hui donc une trottinette électrique ou autre DPM, et 11% déclarent donc en avoir un usage régulier. Ces nouveaux modes de déplacement sont aussi des nouveaux facteurs de risque d'accident pour nous tous sur la route. Donc il existe un webinaire de 30 minutes animé par la Métis que vous pouvez regarder en replay sur ce thème. N'oubliez pas donc que le plus dangereux, c'est parfois les autres. Vous avez beau faire tout ce que vous pouvez et être très vigilant et respectueux des règles qu'on vient d'énoncer. Si quelqu'un d'autre fait n'importe quoi et que vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, l'accident se produira. Alors, pour conclure, il faut retenir en quelques mots que bien souvent, les individus sensibilisés sont ceux qui ont malheureusement déjà connu un drame sur la route. Donc, la prise de conscience est essentielle. Les chiffres de la sinistralité nous le disent qu'en fait, ça n'arrive pas souvent, heureusement, mais par contre, quand ça arrive, un accident routier dans le cadre du travail, c'est grave. On espère que ce webinaire d'aujourd'hui vous aura aidé à prendre conscience et à comprendre que la prévention du risque routier, c'est pas que le respect du code de la route, c'est aussi le comportement du conducteur, la surveillance médicale et la sensibilisation et le rappel à la vigilance, comme on vient de le faire là, pendant l'heure qui vient de se dérouler dans ce webinaire. En parler de ce problème du risque routier, alors qu'il justement, il n'y a pas eu d'événement ou d'accident, bah, c'est ça la prévention. Sensibiliser, prendre conscience, rester vigilant, c'est les premières étapes d'une démarche de prévention. Ça n'arrive pas qu'aux autres, et le risque, c'est justement de ne pas se sentir concerné. Alors, on finit par ce petit post-it, pensez à rentrer en vie. Si vous avez des questions, on est prêt à y répondre oralement, et excusez-nous pour le timing où on dépasse toujours un peu de ce qu'on a prévu. Merci à tous pour votre attention jusqu'au bout. Pensez aussi à remplir la fin de l'onglet sondage avec les quelques questions sur la satisfaction vis-à-vis de cette présentation. Ça nous aidera toujours à progresser si on a vos avis. Merci à tous. Vous recevrez aussi très vite un petit mail avec la présentation, le support, le quiz avec plusieurs éléments et puis aussi le lien vers le replay sur les EDPM. Merci de votre attention. Bonne journée à tous.